Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Milice d'extrême droite, ultra droite pour Gérald Darmanin, faction d'extrême droite pour Olivier Véran, groupuscule d'extrême droite pour Mathilde Panot. Chaque responsable politique utilise donc de manière aléatoire les mots de l'extrême droite ou d'ultra droite pour qualifier les groupuscules à l'origine de violences depuis la mort de Thomas tué dans le bal à Crépol. Des mots qui ont pourtant une signification distincte, Philippe. Oui, est-ce que pour vous, ce qu'on appelle l'ultra droite n'est pas en fait la véritable extrême droite? Est-ce que vous trouvez qu'il y a, on va dire, une indignation à deux vitesses entre l'extrême gauche et l'extrême droite? Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il y a une différence, vous faites une différence entre extrême droite et ultra droite, et pour le moment, sur Twitter, vous dites oui à 60%. Et certains de nos auditeurs nous disent que les deux existent, et Prune nous dit quelle extrême droite, elle n'existe plus en France. On va en parler avec notre invité Luc Rouban, directeur de recherche CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po et auteur de ce livre La vraie histoire du RN, histoire du RN, édité aux éditions Presse Sciences Po. Merci d'être avec nous, Luc Rouban. Petit tour de table d'abord avec Philippe Bilger, avec cette notion qui est parfois assez mince entre l'un et l'autre. En effet, Cécile Philippe, c'est un sujet sur lequel on pourrait tenter d'être trop long. Mais en réalité... Votre information du début. Moi, j'ai toujours considéré que le terme d'extrême droite, aujourd'hui en tout cas, ne signifiait plus rien, parce que d'abord, il y a une multitude d'extrêmes droites dont la caractéristique n'est pas la même au regard des pays. Et deuxième élément, c'est que l'extrême droite est une sorte de dénonciation valise qui a longtemps servi à ses opposants à ne jamais la dénoncer sur un plan politique, mais à croire que l'opprobre éthique était suffisante pour la faire reculer. Et deuxième élément, si on admet cela, il me semble que la distinction à supposer que le terme d'extrême droite puisse être retenu, c'est un peu une définition politique. Extrême droite, ultra-gauche, ce serait davantage une définition, j'allais dire, de la violence, de l'affrontement démocratique, quelque chose qui renvoie à moins de dialogue et à plus de tension. Olivier d'Artigol. Incontestablement, le RN de Marine Le Pen n'est plus le FN de Jean-Marie Le Pen. Reconquête, pour le coup, a accéléré encore cette forme de normalisation. Je vois par exemple que Éric Zemmour dit l'islam n'est pas compatible avec la République, ce que ne dit pas Marine Le Pen. Marion Maréchal dit concernant le défilé à Romans de l'ultra-droite, ce sont des zozos, alors que Bardella dénonce. Première chose. Deuxième chose, l'ultra-droite existe. Le directeur de la DGSI, Renseignement intérieur, sécurité intérieure, a indiqué il y a quelques mois qu'après la menace islamiste, c'était la menace des groupes de l'ultra-droite qui était la plus surveillée dans notre pays, avec 12 projets d'attentats, d'actions violentes qui ont été mises en échec. Et les rassemblements que nous voyons ne sont pas l'œuvre de zozo, comme je peux l'entendre, ou d'imbéciles. On me dit non, c'est une idéologie qu'on connaît, qui sur les réseaux sociaux fait l'apologie du Troisième Reich. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et donc là, nous avons affaire en effet à une extrême droite, ultra-droite. Si l'on considère que l'extrême droite correspond à une tradition politique qui a été nationaliste, puis fascisante, puis populiste, et qui a incarné le Front National, on peut avancer l'idée que le Rassemblement national d'aujourd'hui ne correspond plus à l'extrême droite. Et qu'en revanche, à l'extrémité de la droite, vous avez cette ultra-droite, et là je rejoins tout à fait Olivier, une ultra-droite qui d'abord nage dans l'illégalité, qui colporte des idées, des thématiques, une culture fascisante, et qui correspond effectivement, qui ne correspond plus d'ailleurs à ce qu'était même l'extrême droite de Jean-Marie Le Pen, et qui se situe dans un extrémisme, un ultracisme, qui existe depuis toujours, mais qui en ce moment reprend de manière inquiétante du poil de la bête. Une question, Luc Rouban. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS et au Centre de recherche politique de Sciences Po, auteur du livre La vraie victoire du RN, édité aux presses de Sciences Po. Est-ce qu'à force d'avoir utilisé le mot extrême droite, vous me passerez l'expression à tire-larigot, certains parlaient de l'extrême droite dans la majorité, pour la majorité présidentielle il y a quelques mois, le concept ne veut plus dire grand-chose? C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où, d'une part,
vous avez quand même une forme de droitisation de l'opinion, surtout sur un certain nombre de sujets comme la sécurité ou l'immigration. Et comme tout est relatif dans le milieu politique, ce qui pouvait passer pour extrême il y a encore quelques années devient de plus en plus simplement droitier ou banalement droitier aux yeux d'un certain nombre d'électeurs. Parce qu'il s'agit de représentation des électeurs, il ne s'agit pas simplement des programmes politiques, mais des représentations qu'en ont les électeurs ou les Français. Et puis deuxièmement, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a toujours eu ce côté effectivement stigmatisant de l'extrémisme, parce que dans le fond, quand on dit extrémisme, que ce soit extrême droite ou extrême gauche, ça veut dire qu'on sort du champ de la politique dite normale, de la normalité politique, pour être dans des périphéries, et je dirais des périphéries, des marginalités en quelque sorte. Alors la marginalité maintenant c'est l'ultra-droite, mais à partir du moment où vous avez une Marine Le Pen qui réunit quand même 41% des électeurs au second tour de l'élection présidentielle de 2022, on n'est plus dans la périphérie. Donc il y a aussi un phénomène quantitatif. Donc tous ces phénomènes font qu'effectivement vous avez des requalifications, un recentrage dans les représentations des Français du RN, qui n'est plus le FN effectivement, au centre, je dirais presque, de gravité des droites, et bien entendu un peu une course à l'échalote pour savoir qui est plus à droite de la droite. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez Reconquête avec Zemmour, et puis du côté de Reconquête, on va dire ah oui, non, mais il y a encore plus à droite, il y a l'ultra-droite. Donc effectivement, il y a quand même une course à la notabilité, aussi bien du RN que de Reconquête, et donc avec un rejet de ces groupuscules. Alors, rappelons que ce sont des groupuscules qui sont quand même très limités quantitativement, qui réunissent quand même des personnes effectivement qui ont culte, je dirais, de l'action violente. C'est la même chose à l'ultra-gauche. On allait vous poser la question justement. Voilà, mais c'est la même chose. C'est aussi du côté des anarchistes, l'ultra-gauche. Donc c'est l'action directe par la violence. Ils sont surveillés effectivement par la DGSI parce que dans le fond là, on est dans la zone un petit peu obscure ou dans la zone intermédiaire qui précède le terrorisme, mais on n'est pas dans le terrorisme. Oui. Je rappellerai que quand même historiquement, on a eu des phénomènes de groupuscules de droite ou d'extrême droite extrêmement beaucoup plus violents encore, avant-guerre, mais bien avant aussi. Avec, par exemple, la terreur blanche en 1815, quand vous aviez des nostalgiques de l'ancien régime qui tuaient les officiers de la Grande Guerre. C'était la théorie des monarchistes de Louis XVIII à l'époque pour requalifier rapidement. Voilà. Donc en fait, effectivement, vous avez un phénomène à la fois de recentrage de ce qui était autrefois l'extrême droite, qui devient quand même le RN devient le parti, en quelque sorte, autour duquel s'organise toute la vie à droite. C'est un petit peu le trou noir qui attire les LR, qui attire tous les éléments de droite, et d'ailleurs, ils sont très, très embarrassés. Et puis donc, effectivement, un décalage progressif, mais il faut bien reconnaître que cette ultra-droite, elle est quand même composée que de groupuscules qui sont quand même très, très faibles sur le plan quantitatif et qui n'ont pas une portée politique réelle non plus, puisqu'ils ne jouent pas le jeu électoral. Luc Rouban, est-ce que cette visibilité très forte aujourd'hui de l'extrême droite et de l'ultra droite, est-ce qu'elle vient du fait qu'elle se greffe sur un paysage politique qui est relativement pauvre, finalement, où elle occupe une place presque naturellement importante, ou est-ce qu'il y a derrière l'ultra droite une sorte de dénonciation d'une politique qui est, par exemple, beaucoup trop faible, de mon point de vue, en matière régalienne. Pardon, est-ce qu'elle, excusez-moi, est-ce qu'elle répond à une politique médiocre ou est-ce qu'elle s'inscrit parce qu'il n'y a rien d'autre ? Écoutez, en fait, oui, moi je pense que on a un problème, si vous voulez, actuel, qui est, dans le fond, l'affaiblissement de l'État, avec le véritable enjeu qui est derrière, la montée en force des violences, mais d'une violence qui est protéiforme, qui est multiforme aujourd'hui, envers les élus locaux, envers, je dirais, des différents types de communautés. On voit bien la montée de l'antisémitisme qui est quand même absolument terrible. Donc les violences contre les immigrés aussi, bien entendu. Donc si vous voulez, on a quand même ce vrai problème, c'est-à-dire que la visibilité de l'ultra-droite est disproportionnée par rapport à sa portée politique, parce que dans le fond, le véritable enjeu derrière, c'est mais que fait l'État ? C'est-à-dire, en fait, c'est l'affaiblissement de l'État, avec le risque de voir se développer des mouvements violents incontrôlés,
qui vont prendre la place de l'État et qui vont dire, puisque l'État fait pas son boulot, nous on va le faire, et avec évidemment une surenchère dans la violence, dans les je dirais dans des risques de confrontation violente. Je pense que c'est ça le problème actuellement, c'est-à-dire que je pense que beaucoup d'observateurs sont d'accord pour dire que voilà, on a quand même un problème de mise en phase des gouvernants avec les gouvernés et de prise en considération de la réalité du terrain. Et donc dans ce décalage et dans cet affaiblissement réel de l'État, quantitatif et qualitatif, et dans cette médiocrisation, dans cet affaiblissement général de la structure publique, vous avez des pouvoirs privés qui émergent. Et là, effectivement, on retrouve des situations anciennes. Olivier d'Artigol et Jean Garrigue. Oui, tout ce qui vient d'être dit est passionnant. Je complète juste sur 2 points. D'abord, droitisation dans notre pays, il faut aussi voir le mouvement à l'échelle du continent européen. Oui. La dernière secousse étant aux Pays-Bas, mais il y en a eu ô combien avant. Il est intéressant d'ailleurs de voir les relations entre organisations politiques, entre le RN et d'autres et ses partenaires européens pour parfois pouvoir les requalifier sur le plan politique. La deuxième chose, c'est qu'en effet une crise de l'État, une crise de l'autorité, mais une crise de l'imaginaire politique aussi. C'est-à-dire que moi je pense que la gauche a une responsabilité morale. Par paresse intellectuelle, elle s'est contentée de vouloir s'opposer à l'extrême droite au cours des dernières années sur le simple thème du no passaran, c'est-à-dire de l'antifascisme. Sauf que le Rassemblement national ne correspond plus à ces critères-là. Et il aurait fallu, bien sûr, mener une bataille d'idées, une confrontation idéologique sur les solutions pour le pays. La seule proposition aujourd'hui du RN concernant les salaires, c'est une exonération des cotisations sociales patronales. Et on sait très bien que ces cotisations, elles permettent d'alimenter les budgets sociaux. Donc moi, je préférerais une riposte politique autre que celle du simple no passaran. Jean Garrigue. Alors, encore pour compléter ce qui vient d'être dit, je vois aussi dans la structure de notre géographie politique, ce qu'on appelle le macronisme, qui a rassemblé des modérés de droite, du centre et de la gauche, a provoqué une radicalisation à gauche avec la France insoumise, à droite avec le Rassemblement national qui au fond se substitue comme pilier de la droite à la droite traditionnelle des Républicains. Et vous avez donc cette structure-là qui est une structure qui paralyse la décision publique et qui ne pourra se résoudre qu'à partir du moment où les structures de gauche traditionnelle ou de droite traditionnelle reprendront toute leur place au centre de l'échiquier politique. Luc Rouban, pour répondre à nos 2 vraies voix, est-ce qu'il n'y a pas eu un vide de la gauche, notamment pour parler aux classes populaires? C'est ce que disait Olivier d'Artigol. Et est-ce que finalement, Macron n'a pas dynamité le paysage politique français en faisant le très grand centre et en radicalisant évidemment les 2 autres côtés de l'échiquier politique? De la gauche et de la droite, car le déficit aussi vers les classes populaires touche les Républicains. C'est vrai, exactement. Luc Rouban. C'est vrai que dans le fond, on assiste à une forme d'intellectualisation du débat politique par les partis politiques depuis un certain nombre d'années, qui ont oublié au passage les catégories populaires, les catégories moyennes aussi, et aussi de plus en plus une partie des catégories supérieures. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, il est beaucoup plus vaste que ça. Il se réduit pas simplement au populisme, comme on le dit souvent. Donc, quand on voit l'évolution de l'électorat du RN qui s'élargit de plus en plus, il faut quand même rappeler que le tiers des catégories supérieures, professionnelles supérieures, ont voté pour Marine Le Pen. Oui. Au second tour de l'élection présidentielle. Donc le tiers, c'est quand même pas rien. Bon, donc on n'est plus du tout dans les données d'il y a 10 ou 15 ans. Donc effectivement, vous avez une gauche qui, je crois, a perdu le sens des questions sociales pour des questions sociétales, s'est pris plus ou moins les pieds dans le tapis avec les questions communautaires, parce que du coup, dès que vous commencez à poser des questions identitaires, sociétales, vous posez des problèmes de communautarisme, et là, vous mettez finalement en cause, et c'est tout le débat à gauche, évidemment, la question de la République, du cadre républicain, unitaire, avec finalement la vraie question, c'est de savoir est-ce qu'on garde la République oui ou non, ou est-ce qu'on va vers une démocratie multiculturelle à l'américaine. Bon, parce que c'est ça le fond de l'affaire. Bon, une gauche qui a jamais su vraiment. Alors bon, vous avez les filles, on sait pas trop dans quel. Ils sont plutôt multiculturels, donc mais voilà, voilà. Donc il y a l'autre enjeu qui est bon, derrière le social, il y a le sociétal, et derrière tout ça, il y a la République. Qu'est-ce qu'on en fait? Et je rappelle que quand même le modèle républicain, c'est pas le modèle non plus du supermarché mondialisé, c'est pas non plus
je dirais, un petit peu ce que nous propose un peu quand même parfois le macronisme, qui parle quand même vraiment d'un point de vue, je dirais, international, de rendre la France, mais qui oublie que quand même, il y a des principes d'autorité à mettre en œuvre, et c'est vrai que le en même temps, c'est pas très favorable à l'autorité de l'État. Et là, il y a il y a beaucoup d'analyses à faire, si vous voulez, mais on voit bien qu'il y a quand même une grande démobilisation, je dirais, au sein des services de l'État eux-mêmes, hein, de la fonction publique. Ils savent pas trop où ils vont, et dans le fond, c'est vrai qu'on a une perte de sens. Et donc, dans le cas du macronisme, donc effectivement, on voit bien ce phénomène d'absorption des modérés de chaque côté, mais derrière tout ça, vous avez quand même cette crise de l'autorité et cette crise de l'appareil d'État. Et je crois que ça, c'est vraiment un problème pour la République, parce que, rappelons, je vais pas faire Jean Garrigue le sait beaucoup mieux que moi, mais la République, c'est pas un régime, c'est pas un régime sympathique, hein, c'est un régime coercitif et autoritaire. Rappelons qu'il n'y a pas si longtemps, on interdisait et on punissait très sévèrement les élèves qui parlaient breton dans les écoles. De droit et de devoir. Ouais. C'est vrai. Merci beaucoup Luc Rouban d'avoir été avec nous, directeur de recherche CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po et auteur du livre La vraie victoire du RN, édité aux presses de Sciences Po. Merci beaucoup Philippe Bilger d'avoir été